là, nous écoutons actuellement le Kyrie, le disque que nous écoutons, c'est à peu près. Alors, c'est le Kyrie du Requiem Oradour que j'ai composé pour les 80 ans des événements d'Oradour sur Glane et qui a été enregistré et filmé en l'église de la Nouvelle Oradour au mois de juin en présence exclusive des familles des victimes du massacre. D'accord. Sachant qu'en 2 mots, le massacre d'Oradour sur Glane, pour les plus jeunes qui ne le savent pas forcément, ça a été un événement terrible et tragique de la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 600 civils, dont le plus jeune avait 1 semaine, c'était un bébé, et la personne la plus âgée avait 80 ans passés, je crois. Ils ont été massacrés par les nazis, et le village entier a été incendié au moment où les Alliés commençaient à récupérer du terrain pour reconquérir la France. Et donc la division d'Asreich a essayé de semer la terreur, notamment à Tulle, où elle était allée la veille, en massacrant des civils, pour essayer de dissuader les maquisards de participer à ce mouvement libératoire. Voilà, donc c'est une horreur absolue. Oui, voilà. On dit ça avec une légèreté presque, voilà, c'est comme ça, c'est que le temps a passé, et c'est normal d'ailleurs, qu'on arrive à une forme de détachement par rapport à ces horreurs qui restent des horreurs abominables et dont il faut se souvenir, ne serait-ce que pour éviter autant que possible qu'elle recommence. Ouais, ce qui n'est pas gagné. Ce qui n'est pas gagné, mais c'est en même temps un des enjeux de la civilisation. C'est l'un des objectifs voilà. de la préservation des ruines, puisque Malraux a souhaité qu'elles soient conservées dans le meilleur état de destruction possible. Oui, ce qui était une preuve de sa part d'excellent goût. C'est pas le seul point sur lequel Malraux a été très bien, il faut savoir dire aussi du bien des gens qui s'occupent de politique. Voilà, si tu me permets, j'interromps... Oui, au contraire, ça m'arrange voilà. de ne pas m'entendre, voilà. Ah, ça fait du bien. Oui, on en reparlera à l'occasion, on indiquera en lien la possibilité d'écouter ta musique. Alors, en 2 mots aujourd'hui, c'est le retour des grands entretiens du Cairn. Les grands entretiens ont commencé l'an dernier avec plusieurs invités de marque. En 2 mots, il s'agit d'inviter ici à Paris des personnalités qui me plaisent, dont je pense qu'elles méritent d'être à la fois écoutées, entendues et connues, et qui n'ont pas forcément l'écho médiatique qu'à mon avis elles devraient avoir. Voilà. Sachant que je pars d'une constatation, pas du tout d'ailleurs triste, hein, c'est que les gens qui m'intéressent, bizarrement, je ne les entends pas beaucoup. Voilà. Alors que si je dois tendre l'oreille de temps en temps à ce que les journaux, Le Monde, Le Figaro, ou les radios, France Culture, ou les télévisions, mais là cette fois-ci j'en ai plus, parlent, voilà, c'est pas super intéressant. Ça peut arriver d'ailleurs, qu'il y ait des gens intéressants. C'est toujours cette même idée, le vrai est un moment du faux. Hein. En société du spectacle, c'est un tout petit moment, ça ne dure pas longtemps, mais c'est un moment du faux. Ben voilà, j'ai intitulé les grands entretiens du Cairn, les grands entretiens, mais j'aurais pu l'intituler le vrai est un moment du faux. Voilà. L'objectif pendant 1 heure, c'est d'essayer de produire avec la bouche, avec les mots, hein, du vrai, sachant que on le sait très bien, hein, avec les mots on fait ce qu'on peut, hein. C'est pas simple. Hein. On est toujours dans le semblant, qu'on le veuille ou non, hein, ne serait-ce parce que le sujet du discours n'est pas le sujet du corps, et qu'avec la meilleure bonne volonté du monde, voilà, on fait ce qu'on peut. Hein, voilà. Alors, à l'intérieur de on fait ce qu'on peut, je vous invite à écouter aujourd'hui, j'ai invité mon ami depuis longtemps, Michel Bosque, qui est à la fois musicien et écrivain, et qui va nous parler aujourd'hui de sa musique et de sa littérature. Voilà. Michel, à toi de te présenter. Est-ce que tu te considères plus comme musicien ou comme écrivain? Dis-nous. Beaucoup plus comme compositeur. D'accord. Écrivain, alors j'ai fait des livres, mais je me suis jamais considéré moi-même, en tout cas, comme un écrivain, parce que je trouve que les gens qui ont cette qualité-là que j'ai eu l'occasion de rencontrer, je m'en sens pas proche. Donc je raconte des histoires, voilà, ça ce sont mes romans, mes nouvelles, mes pièces de théâtre, et je me penche sur certains sujets, Walt Disney, la musique, Jill Feldman, les poupées, Gégé,
Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Maurice Maeterlinck, pour en faire des essais ou des études, parce que j'estime qu'il y a des choses à dire sur ces sujets-là. Voilà. Mais je ne peux pas dire que j'ai une mission, que je me vois une mission d'écrivain, surtout que la tendance littéraire actuelle me correspond. Enfin, je ne rentre pas dans les critères, je pense. Alors, je tiens à dire à titre personnel que j'ai lu quelques livres de Michel, pas tous, hein, mais que je considère qu'il y a des vraies qualités d'écrivain et qu'il y a surtout des qualités d'artiste. C'est-à-dire c'est l'expression d'une sensibilité qui va chercher différentes formes pour s'exprimer. Voilà. Et que je trouve qu'il y a une unité de ton et de son. Voilà, il y a un artiste, il y a quelqu'un. Voilà. Et c'est ce quelqu'un aujourd'hui que j'ai invité et que j'aimerais bien faire connaître, voilà, autant que possible. Alors, plutôt compositeur qu'écrivain. Ouais. D'accord. Oui, beaucoup plus. Comment tu articules les deux? Parce que ta musique, écrire de la musique, moi je ne sais pas le faire, hein, mais j'ai écouté un petit peu. Et comment c'est possible à la fois d'être, comment ça te vient, compositeur et écrivain? Alors, moi souvent j'appelle ça ma maladie. C'est-à-dire que jamais je ne vais décider de travailler un sujet. C'est plutôt une idée qui me vient un jour, un peu comme un grain de sable dans une huître, et comme ça gêne, l'huître elle enrobe dans une perle ce petit grain de sable. C'est un peu le même phénomène chez moi, c'est-à-dire que ça se met à grossir, et au bout d'un moment il faut que je le crée, il faut que je l'accouche, sinon on devient fou. C'est un peu comme un lavabo, si tu n'ouvres pas la bande, il déborde. Donc c'est ce processus-là. Et parfois je ne le maîtrise pas du tout. C'est-à-dire, je dis, ah non, je ne veux pas commencer à avoir ça dans la tête. Et j'ai pas le choix. Ça continue, et puis ça tient compagnie. C'est très agréable, hein, la période de maturation. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut, pour que ça me laisse tranquille, il faut que je lui donne une forme, que je le ficelle et que je le dépose. Et après, j'oublie beaucoup ce que j'ai fait, à tel point. Alors, c'est une anecdote où je suis un peu ridicule, mais elle m'amuse beaucoup. Je suis allé une fois au musée d'Orsay où Yann Beuron chantait une de mes mélodies. Je ne me souvenais plus du tout de ce que j'avais fait. Et je ne savais pas quand il allait la chanter dans le programme. Et quand la pianiste a commencé à jouer ma mélodie, donc il y avait une longue introduction au piano, j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est pas mal ça. J'avais complètement oublié ce que j'avais fait. Ça me paraît caractériser tout ce que tu fais, en effet. Il y a de l'inspiration. C'est-à-dire que c'est un mot qui n'est pas à la mode. Hein. Et pourtant, moi je crois que c'est très important en art. On est ou on n'est pas inspiré. Pour la littérature, qui est le domaine que je connais bien, il est flagrant que beaucoup de livres sortent sans inspiration. C'est du papier noirci, c'est parfois adroit, c'est parfois bien fait, mais je ne sens pas l'inspiration. Or, dans ce que tu fais, il y a de l'inspiration. Par exemple, ton livre sur Walt Disney, que j'aime beaucoup, qui me paraît être le meilleur livre jamais écrit en français, sur les musiques de Walt Disney, c'est très inspiré, quoi. Et même la qualité des mots pour le dire, là, on rejoint un travail d'écrivain quand même. C'est très senti, j'aime beaucoup. Je le conseillerais, par exemple, à des jeunes gens de notre âge qui s'intéressent à la musique et à la musique de Walt Disney. Sans parler du fait que Walt Disney, c'est excellent. Hein. Les tout premiers, c'est très bon. Hein. Dessin animé artistique. Moi, j'adore. Hein. Je trouve ça très beau. Je ne dirais pas la même chose de ce qui se fait aujourd'hui, même pas du tout d'ailleurs, qui est à peu près regardable, encore, de temps en temps il y a des réussites. Voilà. Donc l'inspiration me paraît un des traits caractéristiques de l'art de Michel, et cette inspiration, il me semble qu'elle porte un joli nom en français, c'est l'amour. Est-ce que tu es d'accord? Je trouve qu'il y a beaucoup d'amour dans tout ce que tu fais. Ouais, c'est-à-dire que je ne me vois pas écrire quelque chose si je n'aime pas mes personnages ou si je n'aime pas mon sujet. En plus, Disney, c'est quand même grâce à lui que tout ça a commencé. J'étais un enfant anorexique.
pas en bonne santé. Et à l'âge de 7 ans, ma mère m'a emmené voir La Belle au Bois dormant, dans sa première version française, avec la voix d'Huguette Boulangeau, qui était quand même une soprano d'opérette, donc une vraie soprano, et des chœurs qui étaient des chœurs lyriques. Et j'ai vu ce dessin animé avec la musique de Tchaïkovski, magnifiquement adaptée, un grand orchestre, des chœurs, des voix, enfin voilà. Et là, j'ai compris que ça, ce serait ma vie. Ah oui. Or, il n'en était pas question. Mon père avait été vacciné contre la musique classique par sa mère, violoniste, qui avait connu Saint-Saëns, qui avait connu Fauré. Et lui, enfant, il voulait des gants de boxe. On lui a mis un violon entre les mains. Il a dit plus jamais. Donc, c'était pas question. J'avais 2 frères qui n'écoutaient que de la pop de l'époque, qui étaient, alors ça je m'en rends compte maintenant, à l'époque j'y comprenais rien, j'étais trop petit, mais c'était les Pink Floyd, c'était les Rolling Stones, c'était les Mamas et Papas, les Who, les Jimi Hendrix, enfin c'était quand même des gens qui sont restés. Et on n'entendait pas de musique classique. Donc il a vraiment, avec une détermination qui me surprend d'ailleurs, tu sais, de quelqu'un qui s'accroche comme ça, j'ai voulu apprendre de la musique et en faire. Ah ouais. Et donc alors ma mère m'avait emmené au conservatoire pour voir si on pouvait m'inscrire. J'ai pas aimé le contact. Est-ce que vous savez lire les notes? Ah ouais. Non. Oh, enfin bon voilà, non, c'est pas ça la musique. Ça a Donc, changé, hein. Les conservatoires sont beaucoup plus ouverts aujourd'hui. Ouais, heureusement. Alors la musique pop, on fait un petit aparté. Bon, j'en écoute très peu, hein. Mais d'abord il y a des réussites et surtout ça paraît très clairement un avatar de la musique romantique, Sans avec doute. quelque chose de l'ordre de l'hyper-ego qui vient signifier souvent sa difficulté. Hein, par exemple, les Rolling Stones, I can't get no satisfaction. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est vérifiable. Ils sont quelques-uns, ils sont quelques-unes à avoir des petits soucis avec la satisfaction. Donc là, ils ont touché quelque chose. J'en écoute jamais, ça me fait mal aux oreilles, mais artistiquement parlant, ils ont quand même senti quelque chose. Tu vois. Et là, ce qui m'intéresse, c'est que Michel, tu es allé vers la très grande musique. Hein. La musique qui, à mon avis, exprime le plus, qu'on appelle de manière un peu emphatique la musique classique, même si on sait que ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas de la musique avec des instruments anciens ou moins anciens, et dont l'objectif, tu me dis si je dis une sottise, hein, est d'exprimer la sensibilité, voilà, et de la manière la plus riche et élaborée possible. D'exprimer l'indicible aussi. Hier, j'ai réentendu, c'est mon œuvre culte, comme on dit, Pelléas et Mélisande, de Debussy. Beaucoup, ouais. Et alors, je pleurais dans le métro, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Et à chaque fois que je l'entends, je me dis, mais comment ça peut sortir d'un cerveau humain? Comment autant de beauté, autant de grandeur? Et une fois, je me suis fait traiter sur YouTube de boomer réactionnaire, parce que les gens disaient, oh là là, Pelléas, oh là là. Et je me suis énervé, j'ai dit, bah oui, ça fait pas tagada de soin de soin. Et c'est vrai que ça fait pas tagada de soin de soin. Il y a une seule cadence parfaite dans tout l'opéra, c'est quand Golo plastronne en disant, je suis le prince Golo, le petit-fils d'Arkel. Donc c'est volontaire. Mais toute la musique exprime ce que les paroles ne disent pas, ce que les paroles ne pourraient peut-être même pas dire. Et Maeterlinck est très fort là-dedans, puisque souvent c'est oh, oh, oh. On sent que ça, comment le dire, ça n'est pas dissible. Alors ça c'est très bien, parce qu'il faut penser à ceux des jeunes gens qui ne connaissent pas forcément la musique classique ou la grande musique. Il y a des chefs-d'œuvre prodigieux. Hein. La musique, c'est la vie de l'âme. Hein. Dire que là on parle, parce qu'on peut avec les mots et la succession des mots, voilà, hein, on est dans la simulation de la sensibilité quelque part. La musique est capable d'exprimer tout ce qu'on ne pourra pas dire. Bien sûr. Voilà. Et c'est un peu la faillite des mots, mais en même temps c'est aussi chouette de pouvoir s'exprimer. Hein. Bien sûr. Hein, c'est quand même... Voilà. Donc la musique, donc ça a été ta première passion. Oui, parce que c'était aussi, d'abord c'était biologique avant la lettre, puisque il n'y a pas de micro,
Enfin, évidemment, pour l'enregistrer, il y en a un, mais au concert, tout sort des êtres et de leurs instruments. On pourrait même faire ça sans électricité s'il n'y avait pas un orgue dont la soufflerie a besoin d'être actionnée par un moteur. Donc, on ne triche pas. Quand on va au concert, normalement, on entend, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des retours, il y a quand même des gens qui accommodent un peu, mais c'est du vrai son. Et il se fabrique au fur et à mesure. Le chanteur, quand il commence la note, il ne sait pas forcément comment il va la terminer. Quelles ressources il va mettre dedans, et comment il va sortir. Voilà. Et donc, il y a une espèce de vérité. Et en même temps, ce qui me bluffait étant enfant, et le plaisir que j'ai en composant pour orchestre, par exemple, c'est qu'on est tout seul chez soi, et on a des forces. C'est-à-dire que tu peux vraiment déchaîner quelque chose, comme tu peux faire quelque chose de tellement ténu qu'il faut retenir son souffle pour pouvoir l'entendre. C'est l'apprenti sorcier de Walt Disney. Exactement. C'est qui est génial sur ce sujet. C'est exactement. Et ça a un côté enivrant. Voilà, parce que c'est le seul domaine de ma vie où j'ai l'impression de pouvoir avoir une latitude complète. Sachant que, de manière assez paradoxale, nous vivons une époque d'hyper-narcissique, mais en même temps où l'ego est pas énormément considéré. Enfin là, on prend le temps, nous prenons le temps d'écouter Michel, bon, je connais un petit peu, Il y a une qualité d'écoute, tu vois. Je réfléchis, je me dis, j'essaie de comprendre, de sentir. Ben, ça n'arrive pas si souvent que ça. C'est champ psychanalyse, mais c'est 60 € les 20 minutes. Et bon, on doit pouvoir aussi quand même le faire à d'autres moments, tu vois. Donc hyper narcissisme d'un côté. Voilà. Et d'ailleurs, je suis assez narcissique comme tout le monde. Mais l'autre, en tant qu'il va me donner la possibilité d'être moi. C'est là le grand secret. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moi sans autre. Sauf les gamines qui font elles font leur selfie, tout ça, mais on sent bien qu'elles sont en prison. Elles sont totalement en prison de leur image, elles font d'ailleurs de la peine. Si on est un peu sensible, on se dit, oh là là, attends, c'est peut-être pas si dur que ça, la vie, je t'assure. Tu dois pouvoir trouver du moyen de faire du pognon autrement, et même de faire valoir tes qualités. Voilà. L'autre, en tant que, il va me donner la possibilité d'être moi. Je crois qu'il y a ça aussi dans la musique. Ah, tout à fait. C'est un peu comme ça que je conçois ce que je crée, c'est de prendre quelqu'un par la main et de l'entraîner dans une visite de quelque chose. Donc c'est le même principe qu'à Euro Disney. Tu voyages dans un petit wagon parce qu'on te donne à voir certaines choses, mais il ne faut pas que tu t'évades, sinon tu vas voir que en fait, ce sont des automates, que ce sont des décors de carton-pâte. Donc on fait circuler les gens, que ce soit un roman ou une symphonie, dans un monde en gardant nos effets. On les ménage, on veut surprendre, on veut susciter le désir, on veut frustrer, on veut maintenir l'attention, on veut au contraire compenser, donner. C'est toute une promenade qu'on veut faire au lecteur ou à l'auditeur, en principe. Mais alors, je vois que tu as un choix, effectivement. Moi, je n'ai pas du tout ce choix-là quand j'écris, mais je comprends ce que tu veux dire, et ça aide effectivement à comprendre. J'aimerais bien parler par exemple de choses que j'aime dans ta littérature. On parlera de la musique aussi. J'ai beaucoup aimé ton dernier livre, je ne sais pas si c'est le dernier d'ailleurs. L'avant-dernier, Théorie du chant de mine. Tout ça, ce sera en lien. Parce qu'il y a là, et ça a un rapport avec la musique, une hypersensibilité à l'autre. Et à un autre qui n'est pas un autre connu, formidable, extraordinaire, magnifique. C'est deux femmes pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, il y a des mutilés qui reviennent du front, des poilus. J'ai trouvé ça d'une très grande délicatesse. Ça m'a tout de suite fait penser à ma famille. Et ça m'a rappelé cette intuition que j'avais eue quand j'avais vécu à Los Angeles. Mais en fait, les gens les plus intéressants ne sont pas forcément d'abord les plus connus, ni ceux dont on nous parle le plus. Avec même un paradoxe, c'est que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, la condition pour être connu, qui d'ailleurs n'est pas enviable, c'est précisément le vide. Et dans ce petit roman, tu dresses le portrait psychologique de femmes. Ah, c'est magnifique. C'est très, très, très senti. Voilà. Alors, c'est pas de la littérature ciselée, un peu fétichiste comme celle que je fais,
mais chacun a son art. J'aime beaucoup, voilà, je le recommande, c'est très très beau comme ton livre sur Walt Disney. Moi, j'aime beaucoup, c'est très beau. Et je pense, parce que je ne parle que de ce dont je parle, pas ce que j'ai lu. Hein. Je n'irai pas faire croire que j'ai lu tous tes livres. Ils m'intéressent tous, mais je ne les ai pas tous lus. Et je crois que quelqu'un qui a écrit ce que j'ai lu, voilà, c'est intéressant d'aller jeter un œil sur le reste aussi. Voilà. Sachant que tes livres, ils ont aussi cette caractéristique, en tout cas celui-là, d'être donné à voir. Et qu'à mon avis, ça peut faire de très 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 bons scénarios et ça pourrait faire d'excellents films. Voilà. Comme par exemple, j'ai écrit un recueil de nouvelles d'Andy qui, à mon avis, ferait très bonne bande dessinée. Hein, sachant que les arts s'interpénètrent et que l'objectif consiste à, je crois, éveiller la sensibilité de l'autre à sa propre sensibilité. Je ne sais pas si tu es d'accord. Tout à fait, tout à Parce fait. qu'il me semble qu'un des grands problèmes de notre époque, je le vis sur moi, hein, mais je le vois sur les autres, c'est est-ce qu'on est encore capable d'éprouver ce qu'on éprouve. Là, il y a 2 jours, on était dans une maison à Beauvais, une vieille dame était morte il y a 2 ans, la maison était délabrée, c'était terrifiant. J'ai mis une demi-journée à me rendre compte que j'étais terrifié. Ah oui, c'est ça. Tu vois, à ce moment, c'est dans le délire, oui, une jolie maison un peu, voilà, ok. Non, je suis rentré à la maison, je me suis pris un petit Saint-Félicien avec un bout de pain, ça, et puis je suis dans la cuisine, je me suis dit, mais c'est bizarre, t'es pas très en forme là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et peu à peu m'est revenu ce que j'avais vécu le matin. Donc j'ai vécu ce que j'avais vécu avec quand même un décalage de 6 ou 7 heures. Ben, je crois que ça arrive souvent. Alors moi, je dois dire que moi, je suis, du point de vue émotionnel, dans une immédiateté. Ah oui, oui. Ah mais c'est terrible. Et en plus, je n'ai pas de pudeur avec mes larmes. C'est-à-dire que je peux pleurer. Si j'ai envie de pleurer, je vais pleurer. Tu me passes le début pour parler de Disney, de La Belle et le Clochard. Il y a un chant de Noël. Il neige et il y a ce travelling, on rentre dans la maison, mais je pleure aussitôt. Ah Je oui. pleure pas parce que c'est triste, je pleure souvent parce que c'est beau. Oui, l'émotion. Voilà, et je trouve ça très sain de laisser. Oui, mais oui. Voilà, mes parents n'étaient pas du tout dans cette liberté-là, et souvent ma mère, qui a eu 98 ans, dit souvent je me cramponne, et ça me révolte ça. Je me cramponne pour pas pleurer, du coup on se met en apnée, Mhm. on suffoque. Et on s'empoisonne, quoi. Donc non, j'ai pas du tout envie de Oui, ça. j'entends, ouais. Moi, je veux que ça sorte, que ça s'en You aille. can get satisfaction. Voilà, exactement. Ah ouais, c'est ça. Et c'est pas I Sachant try, que- c'est I get. Mais je vois quand même une très grande différence entre ta manière de pleurer, tu vois, par exemple, et la manière que certaines personnes peuvent avoir de pleurer à des films où précisément ils pleurent à des films pour ne pas pleurer sur leur propre vie. Ah oui. Toi, je crois que tu as eu le temps, et moi aussi d'ailleurs, de pleurer sur ma propre vie. Mhm. Et c'est pour ça précisément qu'il m'arrive aussi de pleurer ou de rire. Voilà. C'est que l'accès à sa propre sensibilité, à travers l'art, hein, nécessite d'abord l'accès à sa propre vie. Je dis toujours à ma fille, ma chérie, c'est pas grave si tu lis pas de livres, parce que la vie est le premier des livres à lire. Et si Certes. si déjà tu lis ta vie, et les jeunes lisent leur vie, d'ailleurs les effare complètement. Ils ont un côté totalement effaré par tout ce qui se passe. Alors, à un moment ou à un autre, tu auras le temps d'ouvrir un livre, d'ouvrir la porte magique des livres et de rentrer dans cet autre monde des écrivains qui va enrichir, pour le coup, ta propre vie. Tu es d'accord sur cette Ah, tout à fait. définition? Tout à fait. C'est, parce qu'aujourd'hui, on en est au point de dire qu'est-ce qui va faire qu'on va s'intéresser à autre chose qu'à Netflix, par exemple, ou au mauvais cinéma, il y en a beaucoup, ou à même le téléphone, etc. Hein. Comment on va pouvoir les intéresser à ça? C'est pas évident. Hein. Non. La machine à décerveler fonctionne très 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 bien. C'est brutal, c'est très violent et c'est méthodique. Et pourtant, il y a des solutions. Il y en a beaucoup parce que là aussi, tu le sais, il y a beaucoup de personnalités, d'êtres humains, je ne sais pas comment le dire, qui aujourd'hui sont vivants et qui font des choses absolument merveilleuses. Oui, bien sûr. Sauf que, Encore étrangement, faut-il les croiser déjà. alors les rencontrer, on y arrive, hein, Ouais. parce que c'est la vie qui te les approche les unes des autres. Hein. C'est des sortes de réseaux non conscients, invisibles, et en fait, il y a beaucoup de gens très, très, très intéressants. Il y en a. Tout à fait. Et voilà, il faut les rencontrer, quoi.
Voilà, tout simplement. Ouais, c'est Ou ça. leur donner l'occasion de s'exprimer dans les bonnes Voilà. conditions. Ou avoir accès, parce que des fois on tombe sur des choses qui sont sur YouTube par exemple. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est génial. Ah oui, oui. Mais Ah oui. comment ai-je pu passer à côté de ça? Tout à fait. Et là, on a quelque chose de très nouveau depuis une dizaine d'années. C'est que pendant très longtemps, le savoir était la propriété de l'université. C'est vrai. Et pourtant, j'ai fait de très bonnes études. Hein. Il y avait des propriétaires du savoir. Je ne donnerai pas de nom. Hein. Qui ne sont pas d'ailleurs des gens ni inintéressants, ni intelligents, ni donc cultivés. On n'arrive pas à l'université en France comme ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose derrière. Mais c'était un point de vue un peu univoque. Et parfois, ça a des personnages un peu surfaits, très charlus. Bon, il y a d'autres gens, grâce à YouTube, on se rend compte, YouTube, qui sont parfois des autodidactes, ou qui ont une culture parallèle, ou de la passion, qui vont être tout à fait formidables. Et ça, pendant, il faut quand même se le dire, pendant des centaines d'années, ces gens-là étaient inaccessibles. Complètement. Et le restaient. Et le restaient. Alors qu'aujourd'hui, il y a une espèce de déflorescence prodigieuse de notre époque qui permet l'accès. Enfin, il faudra d'ailleurs à l'occasion, dans mes grands entretiens, que je cite des chaînes YouTube. J'aime pas le mot chaîne, mais même si au fond on ne jouit bien que dans des chaînes, hein, c'est évident. Mais voilà, qui sont tout à fait passionnants. Voilà, très bien. Donc ça, c'était pour la partie notamment littéraire. Pour ta partie musicale, comment tu la définirais? Est-ce que tu peux citer des œuvres que tu pourrais conseiller, enfin recommander, je n'ai pas idée de conseil. Alors qu'ils soient disponibles, parce que il y a quand même beaucoup de choses inédites. Il y a mon poème symphonique Forêt d'automne, qui est sur YouTube. Il y a un poème symphonique, alors pour ceux qui aiment plutôt les choses dynamiques et symphoniques, il y a Burbank, qui est un hommage à Walt Disney justement. Et il y a, pour ceux qui aiment la musique vocale, des extraits de Mélitanie de Lorette qui avait été dirigé par Michel Laplény. C'était un très beau concert, vraiment, de regarder. Un très beau souvenir à 6 voix et orgue. Alors tu nous donneras toutes les références, on les mettra en commentaire de la vidéo. Voilà. Parce que c'est là aussi faire connaître ce que tu fais. Comment tu écoutes de la musique, par exemple? Alors, le plus souvent, je ne fais que ça. C'est-à-dire que je suis incapable de faire de la musique en faisant autre chose. Donc, quand je veux découvrir une œuvre, je m'assieds face au haut-parleur, j'écoute, je prends des notes pour les moments qui m'intéressent pour après y revenir. Et je les écoute. En général, une vingtaine de fois, une nouvelle œuvre en tout cas, pour vraiment comprendre. Là, je fais ça depuis quelques mois sur le chant grégorien. Ah oui. Parce que dans le cadre de la 9e symphonie que je viens de terminer, je voulais utiliser des thèmes. Je me suis aperçu qu'il y avait, moi je connaissais 2 thèmes de credo, en fait il y en a 6, et que celui qui m'intéressait est le credo 1. Donc je commençais à rentrer dedans et à découvrir toute l'œuvre de Marcel Pérez qui m'a permis de me rendre compte que ce que je prenais pour le chant grégorien était une imposture, et que c'est pas du tout Solem en fait. Solem, c'est une fabrication qui s'est faite. Alors, tu n'en veux pas, non. Mais je déteste le chant grégorien. Ça m'est insupportable. Alors justement, quand tu auras entendu ce que fait Marcel Pérez, tu vas aimer parce que c'est pas du tout quelque chose de flottant et de désincarné, au contraire. Non, mais surtout en voûtant, enfin, moi ça me colle des mal de crâne, c'est Doliprane. Ah ouais, non, là tu verras, c'est vraiment charnel. Par exemple, il y a un disque sur le chant des Templiers. Alors, où il évoque le tripodium, parce que le grégorien était chanté en se balançant. Et donc, évidemment, quand tu chantes en te balançant, ça change tout. C'est plus du tout quelque chose de planant, c'est quelque chose d'extrêmement incarné. Et puis on sent que c'est des Templiers, ce sont des moines soldats, ce ne sont pas des brodeurs d'étendards, quoi. Et il a comme ça enregistré, du Hildegard von Bingen, en justement la dépenaillant de ses oripeaux New Age. C'est l'oripeau New Age. Voilà, évidemment. Enigma. Horrible, ça fait. Et puis là encore, je suis pourtant sensible aux vibrations. Hein. La musique, c'est de la vibration. Hein. Mais il arrive un moment où ça devient presque de l'easy listening. C'est-à-dire, c'est très désagréable. Oui, tout à fait. Non. Non, puis en plus, Solem part des notes pour faire de la musique,
Alors que Marcel Pérez, il retourne au texte. Parce que c'est quand même les accents du texte qui donnent les accents de la musique. Et que si tu replaces tout dans le bon sens, en fait, ça donne des versions mais incroyablement différentes. D'accord. Et on trouve dans les polyphonies corses, notamment, la survivance de certaines techniques de chant et d'ornementation. Alors quand on entend ça la première fois, on se dit mais c'est le muezzin en haut de la tour. Eh ben non, c'est encore autre chose, mais ça n'a rien à voir. J'adore le muezzin, autrement. Eh ben donc tu vas... C'est très très beau. Je suis sûr que tu vas adopter... Très incarné. Ça ne veut pas dire que... Bon, voilà. Mais le... Oui. D'accord, ok. Ah oui, vraiment c'est... J'avais beaucoup aimé, j'évoque cette anecdote, une des premières fois qu'on s'est rencontrés, j'étais venu te voir chez toi, dans ton appartement du canal de Lourdes, qui est d'ailleurs très modeste, hein, je n'ai pas eu tout le truc. Mais j'avais beaucoup aimé le quelqu'un, son appartement, la musique, une très grande simplicité. Tu vois? Et je crois que là, on touche à l'art. Je suis certain que Marcel Proust, dans sa chambre, c'était ça. Très simple. Voilà. Aujourd'hui, tu vois, ils sont tous très extraordinaires. Visiter leur machin, chose. Je ne comprends pas bien. Voilà, je comprends pas bien. Ou plutôt, je comprends trop bien. Mais la j'aime cette simplicité, c'est difficile la simplicité. Oui, mais c'est la condition, je crois, pour accéder à l'émotion. Parce que l'émotion est simple. Si on réfléchit bien, on aime, on déteste, on est ému pour 1000 raisons. Ce qui nous arrive, c'est simple. Et direct. Et direct. Et c'est même tellement direct que c'est pour ça que c'est émouvant. C'est vrai. Le vrai, quoi. Le son du vrai a quelque chose d'insupportable, d'ailleurs. Je sais que je suis insupportable à plein de gens. Je crois que c'est pour ça. C'est parce qu'il y a une espèce de côté direct dans l'émotion que je retranscris et qui peut avoir quelque chose d'insupportable. J'avais éprouvé ça quand j'avais écouté la première fois Christine Angot, qui n'est pas un très grand écrivain, mais qui n'est pas non plus quelqu'un d'inintéressant, et qui a dans sa personnalité quelque chose de très touchant, que j'aime beaucoup. Et ce qui est marrant, c'est maintenant elle écrit moins, elle va sur les télés, et qu'elle va sur les télés pour se taire. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, tu vois, parce qu'elle a compris que, au fond, c'est encore en se taisant qu'elle essaie le plus de place pour ses livres. Voilà, c'est une remarque en passant. Tu sais que j'aime bien dans le cadre des grands entretiens avoir ce côté un peu direct, pas travaillé, quoi. Voilà, simplement on s'en fout. Voilà, alors ta musique donc, parce que là on aborde un sujet drôlement intéressant, c'est comment il est possible d'écrire la musique que tu écris, ou d'écrire la littérature que j'écris, c'est-à-dire quelque chose d'un peu classique quand même, hein, à une époque où le moderne, le post-moderne, est devenu presque une obligation. J'ai été contacté récemment par un concours d'écrit, on me demandait de faire de l'inclusif LGBTB machin chose. J'ai toute la plus grande sympathie pour toutes les variantes possibles de sexualité, je m'en contrefous, chacun fait ce qu'il estime avoir à faire. Le désir et l'amour, ça ne se commande pas. Mais en même temps, non, l'inspiration n'est pas sur... c'est pas ça, quoi, tu vois. Or, ta musique et ta littérature, et ce que j'appelle entre guillemets ma littérature, c'est quelque chose d'extrêmement classique. Est-ce qu'on est complètement des vieux cons up to date, enfin démodés, tu vois, ou alors moi je crois je pense que j'ai juste. Je pense que tu as juste aussi. En tout cas, moi je déteste l'art conceptuel. Je n'aime pas non plus qu'on veuille voir dans l'art quelque chose de politique. Pour moi, l'art, il est beaucoup plus haut que ça et détaché de toutes ces contingences qui sont soit militantes, soit cérébrales. Je sais qu'il y a des compositeurs qui composent à partir de tableaux Excel et de formules mathématiques. Voilà. Moi, c'est pas ma façon d'écouter. Quand j'écoute de la musique, c'est dans ma chair, c'est dans mon âme, c'est dans mon intellect, c'est tout moi écoute. Et alors là, ça me fera une occasion de lui rendre hommage, mais j'ai vraiment appris énormément. Ce que j'ai appris de plus beau, c'est avec Laurence Renolescure, quand dans les années 90, j'ai intégré son ensemble vocal. Et là, j'ai compris qu'il me restait quand même beaucoup de chemin à faire. Et elle avait
une expression qui est la pensée musicale. C'est-à-dire que quand tu fais une note, il faut que ce soit comme la perle d'un collier et tu vas de perle en perle construire des phrases, sauf que là c'est au-delà des phrases, c'est au-delà des mots. Et donc elle nous demandait toujours d'avoir une intention. Quand on chante une phrase, dans quelle couleur tu la chantes? Et si jamais on disait je ne sais pas, alors là on se faisait écharper. Ouais. Il fallait qu'il y ait une intention et que cette intention soit claire. Et on servait la musique. Très beau. Alors quand on est dans cette disposition, après les tableaux Excel, t'en as plus vraiment besoin. Voilà. Et en plus, on chantait de la musique de la Renaissance, de la musique baroque. Elle nous accompagnait. Et on était, alors un ensemble un peu à géométrie variable, mais la plupart du temps, on était 8. Donc 2 par pupitre. Ce que fait chacun s'entend. Et donc ça suppose beaucoup de complicité entre les chanteurs, ça suppose beaucoup d'écoute de l'autre, et en même temps on est tout le temps exposé. Et ça c'est une école de l'humilité, c'est une école de la grâce, c'est une école de l'humain, c'est une école du partage, et ça a changé ma vie cette rencontre. Oui. Très beau. Je ne manque pas une occasion de lui dire d'ailleurs. Non mais c'est vrai qu'il y a des rencontres en musique, dans tous les domaines, où il y a des personnalités qui vont te changer. Ouais. Ta musique a quelque chose de très entendu et de très écouté. Au début, en voulant en parler de ta musique, je me disais, je vais dire que la musique de Michel, elle est un côté mélodie française fin 19e, quelque chose de très sensible, très délicat, très entendu, très écouté, très animé, plein d'âme. Mais fort justement, tu me disais tout à l'heure que quelqu'un d'important t'avait dit que ta musique était d'aujourd'hui. Oui, c'est Eugène Green qui m'a dit ça. Eugène Green, ouais. Et je crois qu'il a raison. Ouais. Enfin, que c'est juste. En fait, j'utilise plein de procédés qui sont complètement contemporains, sauf que je ne les utilise pas pour qu'on les repère. Je les utilise parce que dans ma 9e symphonie, par exemple, au tableau, puisque c'est Via Crucis, donc c'est le chemin de croix, les 14 tableaux du chemin de croix, au moment de la mort du Christ, je voulais une espèce d'expression du vide. Un monde sans Jésus incarné. Et Bach donc, fait ça très bien, voilà. Et c'est un cluster, c'est complètement contemporain. Et j'utilise plein de ressources contemporaines, mais pas pour faire contemporain, mais parce que j'en ai besoin dans mon langage. Oui, c'est inspiré. Voilà, c'est pas... je crois que c'est tout le problème de l'art contemporain aujourd'hui. On ne se trompe pas quand on parle d'inspiration. Tu vois, par exemple, l'art contemporain, je déteste pas. Il y a des choses que je trouve très réussies de temps en temps. Mais voilà, je ne suis pas toujours sûr que ce soit très inspiré. Et il y a aussi des passages obligés, par exemple Boulez, etc. Si tu n'aimes pas Boulez, t'es mort. Moi j'en écoute très peu, objectivement. Je ne dis pas que c'est mauvais, ça ne me plaît pas, c'est différent. Je crois que l'inspiration, elle vient des deux côtés. Elle vient de celui qui compose, mais aussi de celui qui écoute. L'auditeur ou le lecteur existe autant que l'écrivain et le compositeur. Écouter de la musique, c'est aussi important que la composer. Par exemple, c'est une anecdote personnelle, et je crois que ça peut être utile. Le soir, je rentre, et Viviana qui est derrière la caméra, c'est important d'en parler, parce que c'est pas un œil aveugle, même s'il y a quelque chose d'un peu aveugle quand même dans toute caméra. Le dira, je rentre le soir, elle regarde ses films débiles, j'écoute de la musique symphonique. Assez longtemps, une demi-heure, 1 heure, parfois 2 heures. Voilà, élévation de l'âme, puis après on discute, elle arrête ses films, on discute des choses de la journée, je vais voir ma fille. Bon. La musique, la très très grande musique, je parle, celle qui, voilà, ça a aujourd'hui cette fonction-là très très efficace, parce que d'un seul coup, l'âme s'ouvre, la sensibilité arrive. La littérature va se vivre complètement différemment. Ah oui, tout à fait. Je ne peux pas lire de littérature en rentrant le soir, parce que je suis trop fatigué. Bien sûr. Après, à minuit, oui. À minuit, j'ouvre Borges ou Baudelaire, et là, ça peut passer. Tu vois. Avant, j'en suis incapable. Voilà, pour de bonnes raisons aussi. Alors justement, avec Laurence, on travaillait beaucoup sur l'aspect... Elle était kinésiologue. Très bien, j'adore. Voilà. Et elle nous faisait travailler énormément sur... Elle savait quand on était en souffrance
et elle nous, par exemple une note trop haute ou mal placée, elle le savait. Ah oui. Et elle nous faisait, par exemple, chanter d'une certaine façon, ou en nous baissant, ou en levant les bras. Elle nous faisait plein d'exercices pour incarner correctement la musique. J'adore. Ouais. Et c'était passionnant, c'était passionnant. À chaque fois, on la prenait pratiquement pour une folle, et en même temps, on savait très bien que ça marcherait. Et du coup, récemment, au moment de ce fameux Requiem Oradour, j'ai eu l'occasion de donner une masterclass. Ah ouais. Donc je me suis dit, comment est-ce que ça va se passer? Je savais ce que j'avais pas envie. Moi, en tant qu'élève, je me souvenais très bien de ce que j'avais pas envie d'entendre. Et en même temps, je savais, moi, où je voulais essayer d'amener les élèves, parce que c'était des jeunes. Et ça a été ça a été très agréable et intéressant, parce que j'ai mis ça en œuvre, ce que j'avais appris. Et que finalement, je l'utilise, mais dans plein de domaines de l'existence. Tout cet enseignement pour me positionner, pour essayer de communiquer. C'est vraiment un art de vivre. C'est quelqu'un vraiment à qui je dois énormément. Alors là, ça m'amène à dire quelque chose dans l'esprit de ce que tu viens de dire. Les musiciens sont des êtres merveilleux. Mon ami Gérard Desbert, qui est poète au Luxembourg, que j'irai voir bientôt et avec qui je souhaite faire un grand entretien, parce que j'aime beaucoup et sa personnalité, et son intelligence, et sa sensibilité, me disait, il n'y a pas très longtemps, c'est quand même étonnant, quand il y a un problème dans la vie, le musicien est presque toujours celui qui trouve la solution élégante. Qu'il s'agisse d'un problème de plomberie, de peinture, de cuisine, de toi, des trucs pratiques. Le musicien, je ne sais pas comment il se débrouille, il sent bien les choses. Voilà. Même dans la manière de vivre le quotidien, le rapport aux autres, il y a un génie du musicien, dont il n'a pas toujours conscience d'ailleurs, qui fait que ce sont des êtres extrêmement troublants. Chanteurs, compositeurs, musiciens, interprètes. C'est très impressionnant. Il se passe quelque chose. Voilà, je vous le dis en passant. Voilà. Viviana, ça fait combien de minutes? Parce qu'on ne va pas non plus pérorer des siècles. 43. Combien tu dis? 43. 43 minutes. Tu te sens encore un tout petit peu de parler? Tout va bien. Voilà, on va aller jusqu'à 1 heure. Puis après, je considère que ça, c'est l'expérience. Sur YouTube, on peut écouter assez longtemps, mais il arrive un moment où l'autre commence à être fatigant. C'est l'idée qu'on ne parle pas pour faire du déchet. On n'écrit pas pour faire du déchet, on ne parle pas pour faire du déchet, on ne compose pas pour faire du déchet. Déchet, ça se fait à d'autres moments. Il y a l'autre qui est important, et je crois que l'autre, au-delà d'1 heure, il fatigue, tout simplement. Voilà. Alors, j'aimerais bien maintenant que tu nous parles des rapports entre la littérature et la musique. Voilà. Comment tu vois ça comme quelque chose de moderne? C'est-à-dire qu'on est là, nous sommes aujourd'hui, je crois, le 25 octobre, c'est ça? 25 ou 26? Oui, c'est 25. Ouais, dans le temps. L'histoire de la réfutation du temps de Borges en ce moment, je crois que le temps, oui. Bon. Alors, 25 octobre 2024, c'est quand même un temps qui nous est contemporain. À nous trois, mais aussi à ceux qui vont nous écouter à un autre moment du temps. Mais là encore, il y a des tunnels du temps. On est quand même, nous vivons des choses un peu proches les uns des autres. On se rend compte quand il y a des catastrophes sur tout ça, comme ça, il se passe un truc, quoi. Mais il y a aussi des moments du temps qui sont proches. Est-ce que c'est moderne ce que tu fais? Est-ce que c'est contemporain? Est-ce que tu considères que ton art est contemporain? Je pense qu'il l'est par obligation, parce que on n'est pas des capsules hors du temps. On est quand même imprégné par tout ce qui se passe. Même si on s'en protège, on l'absorbe quand même. Donc, moi, je sais, quand je compose, quelles réminiscences peuvent m'avoir inspiré. Pour beaucoup, c'est des choses très actuelles, ou qui ont 30 ans, 40 ans. Mais je ne fais pas de cette contemporanéité une pancarte qui me permettrait de revendiquer. Oui, voilà. C'est comme en art contemporain, une jeune fille charmante d'ailleurs fouettait de la purée récemment. Voilà. Bon, pourquoi pas.
Mais est-ce que c'est si contemporain que ça? Est-ce que, Bah, par exemple, on au joue pas avec la Moyen-Âge, on ne nourriture, pouvait en pas plus. fouetter de la purée? Oui, non, de toute façon, là, c'est une posture. J'ai horreur de la posture. Oui. Parce que de la posture à l'imposture, il n'y a qu'un pas. Mais en même temps, il est incontestable qu'il y a quelque chose d'aujourd'hui. Tu vois, dans ce que tu fais, dans ce que tu es, c'est pas de l'intemporel. Voilà. Non, je pense pas. Et c'est pas non plus pour la postérité. Enfin, moi, j'écris pas pour la postérité. J'écris pour être le tout de suite, Voilà. le plus vite possible, en fait. Enfin, pas le mieux possible, surtout. Voilà. De sorte à ce que mes lecteurs me rencontrent un texte qui n'est pas un déchet, même si, comme tu l'as très bien dit, il arrive un moment où on se détache du texte et il appartient à celui qui le lit. Voilà. Parce que à force, si on se mettait à relire nos textes, c'est Oula. comme se regarder dans un miroir. Ah oui, Au bout d'un non, moi, moment, je ne fais jamais ça. C'est lassant. J'ai trop peur d'avoir des repentirs ou de. Non, Ouais. Entrouvrir un livre que j'ai écrit, c'est une épreuve. Ouais. Ouais. Pas moi. Je le fais. Non, je le fais volontiers. Mais il y a un risque de narcissisme. Au sens où on finit par s'auto-admirer. C'est pas bon du tout pour la vie psychique. Ça, c'est certain. Mais la question de savoir si on fait de l'art d'aujourd'hui, tu vois, parce qu'on pourrait te le reprocher. Hein. Oui, oui, tout à fait. On me l'a reproché. Dans les années 80, composer de la musique tonale, j'étais bourgeois, j'étais réactionnaire. Tu peux pas composer un accord parfait aujourd'hui, c'est pas possible. Sauf que c'est comme si tu disais non, tu peux pas aimer le chocolat aux noisettes. Bah oui, mais non, voilà, c'est. Oui, c'était à ce point-là à l'époque. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors on me disait, on vous a jamais empêché de composer de la musique tonale, non, mais on empêchait qu'elle soit jouée. Ouais. Donc, et c'est très important. Parce que tu vois là, par exemple, le très beau concert sur Oradour, c'était à Oradour même, hein, Oui, oui. à Oradour sur Glane, ça c'est de la mystique, pour moi. Hein. C'est-à-dire que des êtres humains vivants qui respirent et qui sentent font sonner des sons à un endroit précis, à un moment précis, c'est de la mystique. Tout comme d'ailleurs hein, les Rolling Stones dans je ne sais plus trop quel parc près de Paris, qui y avait plein de gens, très bien, je suis très content pour eux. C'est de la mystique. Hein. Ils font sonner des trucs, il y a des vibrations, sont bonnes, sont moins bonnes. D'ailleurs, je ne pense pas qu'elles soient aussi mauvaises que ça, mais il y a quelque chose là de vivant qui relève presque de la messe. Ah, tout à fait, j'allais te le dire, c'est une grand-messe, hein. tout à fait. C'est des grands-messes. Et il y a des messes noires, là, on a vu récemment les horreurs absolues, répugnantes, à l'occasion des JO, enfin c'était dégueulasse. Aucune espèce d'importance, là encore, parce que c'est beaucoup moins satanique que ça se prétend. Oui, oui, oui. Enfin, je veux dire, moi, le Bah, diable me fout la trouille à moi. Hein. C'est la posture. Il ne me faut pas la trouille, je trouve ça ridicule, c'est tout. Mais, il se passe quand même des trucs. Et on ne sait pas quoi. Et quand j'écoute ta musique, moi, ça me fait du bien. Tu vois, je disais par exemple un requiem, ça sert à quoi? Qu'il s'agisse de celui de Mozart ou le tien, ça a un objectif, le requiem. C'est à aider l'âme, voilà, à rejoindre des endroits où c'est un peu moins lourd. Parce qu'ici, entre nous, c'est lourd. Hein. Effectivement, hein. L'incarnation, c'est lourd hein. On fait ce qu'on peut. Hein. Bien sûr. On a des moments un peu meilleurs que d'autres. Je veux dire, parfois, c'est un peu... Voilà, un peu plus aérien, mais globalement, il faut reconnaître que c'est pas l'endroit le plus léger de la stratosphère. Voilà. Ben, la musique, ça peut aussi être ça. Hein. Et là, c'est contemporain. Oui, tout à fait. Hein, Et en même temps, alors dans l'histoire, il y a eu, évidemment, chaque compositeur fait selon son temps et selon sa sensibilité le requiem qu'il souhaite. Bien sûr. Si on prend Verdi, il nous parle beaucoup de la peur de la mort. C'est toujours c'est le grand guignol, hein, c'est au secours. Voilà. Si on prend Fauré, on a qualifié ça de berceuse de la mort, parce qu'il en avait marre d'entendre des choses de la musique de style pompier. Donc il a voulu prendre le contre-pied. Si on écoute du Duruflé, il y a une très forte imprégnation du grégorien, justement. Alors, en le celui-là, je voulais qu'il y ait des références grégoriennes. Mais je me suis quand même dit, je vais défendre le texte, parce qu'on oublie qu'il y a un texte et qui dit des choses qui sont parfois violentes, qui sont parfois très sombres, très noires. Donc, servir le texte. Déjà, ça oblige à coller une réalité et à ne pas partir dans des vapeurs hallucinogènes mortuaires.
Ouais. Et j'avais dit, parce que ça j'y tenais, je voulais quand même qu'il y ait quelque chose d'apaisant. Que ce soit un essai de consolation, parce que quand on a un traumatisme comme ça dans sa famille, on s'en remet pas. Donc, et ça marque des générations. Je souhaite qu'on s'en remette, mais c'est pas simple. Mais c'est pas simple, c'est pas simple. Donc j'avais dit qu'il y ait quand même de la consolation et de vrais moments de recueillement, c'est-à-dire que voilà, les paroles du Requiem, je les serre, Ah oui. voilà, par la musique. Ouais. Donc il y a tout un tas d'équilibres à trouver entre la défense du texte, son illustration, les fenêtres que j'essaye d'ouvrir, Lux Eterna c'est quoi? Comment est-ce que je vais rendre la lumière? Est-ce que ça va être une cymbale suspendue? Est-ce que ça va être de l'harpe? Enfin, voilà, il faut aussi des couleurs. Et puis après, il faut aussi penser, alors ça peut sembler tout simple et très trivial, mais on ne peut pas faire jouer trop longtemps un hautbois, c'est très fatigant pour l'interprète. Les chanteurs, il faut aussi qu'ils se reposent. Il faut quand même que les gens ils souffrent pas en faisant la musique. Alors si je me prenais pour un grand génie, ça n'aurait plus d'importance. Ça parce n'a que aucune espèce d'importance. C'est pas génie ou pas génie. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup, les musiciens entre nous, hein, ils sont parfois un peu mégalos. Hein. bien sûr. Pas Mozart, hein. Non, C'est un génie, pas mégalo du tout. non. Alors que, quand même, l'autre Wagner, ouais, bon. Alors que j'aurais aimé, je dis souvent à Viviana, Wagner adorait Sorrento en Italie. Il aurait fallu voir Wagner en chaussettes blanches, avec des coups de soleil sur la plage de Sorrento. On aurait déjà une représentation un peu plus précise de la personne. Hein. Mais en fait, ça veut Pas dire musicien. qu'il a réussi, si on a cette idée de lui. Moi, j'ai pas forcément cette idée-là de lui, mais ça veut dire qu'il a tellement bien soigné son image qu'elle a convaincu, finalement. C'est-à-dire que on le voit comme une espèce de dieu. C'est les musiciens qui font de la politique, hein, de Boulez à Wagner, ils ne m'intéressent pas. Parce que je crois que là, il y a faillite de ce que j'appelle la musique. La musique est l'anima, c'est l'âme, et l'âme en tant qu'elle est personnalisée. Hein, je répète, Mozart n'était pas mégalomane du tout. Hein. Et il y a quelque chose d'un peu dangereux politiquement dans la très 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 bonne musique. Hein. C'est pas un hasard si de temps en temps d'ailleurs les musiciens sont assassinés. Je crois que c'est Rameau qui a été assassiné. Hein. Non, il y en a un qui a été assassiné. Lequel? Oh, il me semble, hein. J'ai appris il n'y a pas longtemps. T'es sûr? Ouais. Bon, en tout cas, le vrai musicien peut représenter un danger. En ce sens que précisément, il parle à la fois de l'être ensemble et de l'être tout seul. L'anima. Il y a du mystique dans la musique, il y a de la religion dans la musique, qu'on le veuille ou non. Qu'il s'agisse des Rolling Stones, de la pop, etc., des Rita Mitsuko, tout ce qu'on veut, ils sont des êtres religieux. Voilà. C'est comme aujourd'hui, j'entends les féministes qui nous expliquent oui, nous on veut pas de religion, etc. Alors que c'est archi religieux comme discours, hein, et pas au sens le plus élevé du terme, on peut te le dire. Hein. Voilà, je vais encore me faire des copains. Hein. Oui. J'ai rien de jour, je sais rien à foutre. Parce que les gens religieux sont très très dangereux. Les fanatiques sont très dangereux. Et là, on a affaire à des fanatiques. Et c'est d'ailleurs pas un hasard s'ils sont coquins et copains avec les musulmans fanatiques. Hein. C'est les mêmes gens très dangereux dont il faut absolument se prémunir et contre lesquels il faut lutter avec beaucoup d'énergie. Parce que si on ne lutte pas avec beaucoup d'énergie, là pour le coup, ça va devenir très très embêtant. Il y a un film de Gênes où il dépeint ça. Ouais. Très bien, oui, tout à fait. Sur le féminisme des années 70, puisque c'est un film qui, je crois que c'est toutes les nuits, où il y a l'héroïne, elle croise le chemin de féministe, et c'est très très bien exprimé parce que rien n'est dit et on comprend tout de ce qu'il a voulu montrer. Oui, c'est intéressant, ça m'intéresse beaucoup. On mettra ça aussi en lien aussi. Sachant que là encore, il ne s'agit pas d'être misogyne. Moi, je suis misogyne, je vais te faire plier. Mais toi, tu es très sensible à la féminité avec une délicatesse merveilleuse, que je t'envie. Hein. Ah bon? Ah oui. Ah, que c'est fin. Qu'est-ce que j'aimerais bien pouvoir accéder à la sensibilité féminine comme ça. Ça m'aiderait dans mes rapports avec elle. Je serais moins agressif, moins désagréable, moins pénible. S'engueulerait moins. J'aime beaucoup. Et je pense que tes livres ont ces qualités-là. Par exemple, Marie-Louise,
que j'ai fait que feuilleter. Marie-Louise, c'était le prénom de ma grand-mère. Ah, Pour moi, c'est très important. Et de mon arrière-grand-mère aussi. Et puis comme je suis cinglé, hein, moi je parle à mes arrière-grand-mères, à mes grand-mères. moi aussi. Toi aussi? Ah oui, oui. Tous les jours. Et je les aime beaucoup d'ailleurs. Et toi aussi, hein, c'est Tous les jours, formidable. oui, oui, tous les jours. Ben, là, on a une fonction de la musique, une nouvelle, hein, qui est la religion au sens le plus beau du terme. Pas la religion comme fanatisme, mais la religion comme accès à une culture supérieure, très, très, très ancienne, parce que la religion, ça a des milliers d'années, peut-être plus encore, Oui, euh, sûrement. et qu'on peut en donner une définition très belle et très positive, qui ne soit pas précisément le fanatisme. Voilà. Et je crois qu'il est impossible de penser la musique sans penser la religion. Vibration, onde, vibration, rapport à l'autre. Voilà. Je pense par exemple qu'on peut être en relation avec quelqu'un à des milliers de kilomètres, mais c'est une vraie relation. C'est-à-dire que c'est au niveau des ondes, quoi. C'est ça. Ça se passe. Et après, on l'a éprouvé ou pas. Hein. Et je pense aussi que personne n'est seul. Ah oui. La solitude est une totale illusion produite par nos sociétés pour rendre les gens malheureux et à partir de là en faire les bons esclaves pratiques. Mais j'attire l'attention de ceux qui nous écoutent. Rien ne serait possible si on n'était pas plusieurs. Ne serait-ce que la parole. Je ne pourrais pas parler si l'autre théorique n'existait pas. Voilà. Et qu'apprendre à s'entendre, à s'écouter, ben ça s'apprend. Oui, aussi. C'est pas si simple. Et tu remarqueras qu'à l'école, par exemple, on n'apprend pas à s'écouter, on apprend à écouter. Et encore. Et encore, Et encore. souvent on s'endort. Ouais. Moi, dans les cours de musique de collège et de lycée, jamais on ne nous a appris à écouter. On nous faisait entendre des choses, ça s'apprend. Et souvent, je fais le test, je fais écouter quelque chose à quelqu'un, et je lui dis, qu'est-ce que tu as écouté? Et les gens sont absolument démunis, ils ne savent pas le dire. Ah ouais. Parce qu'en fait, le son les traverse et s'en va. Et... Oui, c'est pour ça que je déteste l'easy listening, par exemple. Je déteste ça. Toi aussi, je pense. Hein. je ne sais même pas. Tu sais même pas ce que c'est cette manière de mettre de la musique, tu vois, puis on n'entend rien, en fait. Le bruit de fond. Ah, d'accord. Au restaurant, par exemple, non, s'il vous plaît, quoi. Surtout qu'il y a des artistes aussi parmi les cuisiniers. Hein. Non. Pas le bruit de fond, non, pas la musique. Enfin, non, je déteste ça. Bon, alors on va faire une petite parenthèse. Michel va nous présenter ses différents livres, rapidement, hein, Michel. Hein, oui. De sorte à ce que ceux qui sont intéressés pour les lire, et à mon avis, certains d'entre eux doivent faire partie d'une bonne bibliothèque de lettrés contemporains. Voilà, à toi. Alors, c'est une sélection, en tout il y en a 25, mais là j'ai fait un petit choix. Alors, parmi ceux-là, il y a un essai sur Péléas et Mélisande, parce qu'aucun metteur en scène ne s'est jamais donné la peine de travailler sur la dramaturgie et le symbolisme de Maeterlinck dans son œuvre. Donc, j'ai épluché toute son œuvre littéraire et poétique à la recherche des symboles qu'on trouve dans Péléas. Ça plaît beaucoup aux chanteurs qui travaillent ces rôles. En fait, ça leur donne des clés. Voilà, toujours sur la musique, et parce qu'on en a parlé aussi d'ailleurs. Excellent. Walt Disney. Voilà, en gros, c'est la façon dont il a eu le plaisir d'assimiler, de s'emparer de toute la musique classique pour l'insuffler dans son œuvre. Donc j'ai mis de 1928 à 1966, c'est du début de son cinéma parlant à sa mort. Parce que c'était vraiment un emploi tout à fait décomplexé. Ah oui. Voilà, il disait à ses salariés, allez au théâtre, allez au concert, allez au ballet et lisez des livres. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de patrons aujourd'hui qui auraient l'idée de faire ça. Voilà. Alors, très élégant en plus, hein, oui. Très élégant. Oui, tout à fait. Ça, c'est une marotte. Je n'aime pas quand un texte est mal prosodié lorsqu'il est mis en musique. Quelle est la place du muet? Pourquoi travailler le français restitué quand on chante de la musique baroque?
Pourquoi, voilà, enfin toutes les problématiques de déclamation, d'articulation. Et c'est de très prosodie. très important, y compris en littérature et en poésie. Alors, Vas-y. dernier essai que j'ai apporté, le jouet miroir de la France. Je m'intéresse beaucoup aux jouets. Et contrairement à ce que pensent les sociologues, ce n'est pas le jouet qui conditionne l'enfant, le jouet ne fait que refléter la société dans laquelle il est conçu. C'est pour ça qu'il y avait plein de jouets pacifistes après la guerre de 14. Si le jouet influençait la société, on n'aurait pas eu la guerre de 40. Donc voilà. Voilà. Alors après, on est dans les fictions, évidemment. Bon, Marie-Louise, parce que Marie-Louise, je l'ai imaginée en 1975. Déjà, j'étais tout petit, enfin j'étais un gamin. J'ai mis à peu près 40 ans à en accoucher, mais voilà, c'est une trilogie de romans et elle m'a accompagné une grande partie de ma vie. Ça se passe sous le Second Empire, c'est à la fois il y a plein de personnages et puis en même temps c'est surtout un prétexte à faire revivre l'époque. Alors ce que j'aime beaucoup, hein, je le répète, c'est ta capacité à cerner la sensibilité féminine. Tu vois, par exemple, je regarde des films vraiment de temps en temps, je ne sais pas d'où elles sortent, les personnages féminins des films. Ça ne correspond pas aux êtres humains que je connais. C'est ça. Tu vois, D'accord. Je comprends il y a de l'idéologie, c'est très convenu. La sensibilité féminine me paraît d'une extraordinaire richesse et complexité. Tu y accèdes. Et je pense que ça, c'est à lire. Ouais, Marie-Louise, c'est ma copine Marie-Louise. Après, voilà, Le Coquillage brisé et autres contes fantastiques, ce sont des nouvelles. Donc c'était intéressant. Alors ça parle de l'Atlantide, ça parle de la Bête du Gévaudan, ça parle de l'au-delà aussi, et avec une galerie de personnages assez, Alors assez tu as un quotidiens. art de brosser des personnages truculents, assez proustiens, hein. Ah bah, C'est-à-dire j'aime bien avec les quelque chose d'un peu personnages. ironique, pas toujours gentil. Bah non, Mais bon, on n'est pas obligé d'être gentil tout le temps. voilà, exactement. Alors ça, Poste restante, j'ai choisi parce que c'est tiré du périple que ma grand-mère a effectué au moment de l'exode au début de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai retrouvé ces notes où il y avait des horaires et des lieux. J'ai gardé cette trame et j'en ai fait une fiction. Là, c'est elle. C'est ma chère grand-mère Jeanne, à laquelle je pense tous les jours. Et puis tu en as parlé du dernier. Je pense que c'est très intéressant aussi, celui-là j'ai envie Voilà, de le c'est lire. bah tiens, je te le laisse. C'est gentil. Merci. Et moi je les lis, hein. C'est pas comme à la télé. Et celui-là, donc c'est l'avant-dernier avec cette femme alors ça, j'avoue que c'est une image qu'on a générée avec l'intelligence artificielle. Pourquoi pas? Avec l'aide du graphiste Christophe Jacquemin, et donc on était à deux, je lui disais non plus comme ci, moins comme ça. C'est un roman qui se passe en 1917 et 18, et c'est le retour d'un soldat qui revient amputé. Et c'est l'impact que ça va avoir sur une petite cellule familiale composée d'une tante, de la mère et des deux filles. Voilà. Alors ça c'est très 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 délicat, très sensible. Je le recommande pour un scénariste. Ouh là 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 là, très 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 bien vu. Moi j'ai vu Ma famille, hein. Ah bon. Très 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 bien. Mais au point que c'était bouleversant, hein. C'est vrai, hein. Ah oui, tout à fait. Ouais. J'ai adoré. Voilà. Voilà. Merci Michel. Merci. Donc ça c'est la partie de ta littérature. Il y a eu d'autres livres, hein. Oui, en tout, il y en a 25. C'est énorme. Bah oui, C'est énorme. voilà. Alors tu pourrais quand même te contrôler un peu, hein. Enfin Ouais, bon. ah, mais là, je pense pas que je vais en répondre d'ici. Non mais je ris. De toute manière c'est la fécondité, c'est ta générosité. Tu es un garçon généreux, tu écris tes livres de manière généreuse. Après, à chacun d'entre nous de choisir ce qui nous plaît, Voilà, oui. ce qu'il a envie de lire. Voilà. De toute manière, que ce soit bien clair, hein, lire un livre demande autant de talent que l'écrire. Sûrement, oui. On ne le dit pas assez. C'est une capacité d'accueil un peu féminine, hein. C'est une autre manière d'être. Il faut être doué pour lire. Les lecteurs me paraissent aussi, surtout aujourd'hui, hein, aussi importants que les écrivains. Bon, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, donc, j'avais invité pour parler littérature et musique Michel Bosc, écrivain et compositeur.
C'est